Je suis très fier, Yves, de te remettre aujourd'hui, dans notre école des arts et métiers, le prix Nessim Habif, et ceci pour au moins 3 raisons. D'abord, tu es un exemple exceptionnel d'ascension sociale. Par la formation professionnelle, la formation technique et la formation scientifique. Et l'école des arts et métiers, qui, comme ça a été rappelé, a été créée par le duc de La Rochefoucauld, a été créée comme un ascenseur social pour les pupilles de son régiment de colonels de dragons. Et donc, c'est aujourd'hui, par la science et la technologie, depuis 2 siècles, que cette école d'arts et métiers est un ascenseur social. Seconde raison, tu as toujours manifesté un intérêt particulier pour cette école, puisque tu as été membre de 1997 à 2004 de son conseil d'administration et également ensuite vice-président. Et en troisième raison, tu es un innovateur de génie qui a profondément marqué notre industrie de la construction. Et en cela, tes innovations sont une merveilleuse illustration de la devise de notre duc, qui a été rappelée par Laurent, pour notre école, la devise qui était « Allier l'habileté de la main aux connaissances de la science », car tes innovations à toi sont dues à l'habileté grâce à tes CAP et grâce aux connaissances de ton doctorat. Donc c'est un parallèle intéressant avec notre école. Donc ce n'est pas par hasard si tu reçois ce prix précisément dans cette école et qu'on te le remette dans cette école. Donc d'abord je voudrais indiquer à l'Assemblée qui était Nessim Habif et le prix comment il a été fait. Alors Nessim Habif est un Gazar de la Lille 1903, né en Turquie, qui après des débuts à Paris a fait toute sa carrière en Égypte, dans l'industrie du sucre, et qui a d'ailleurs conseillé le gouvernement de ce pays. Sans doute qu'il a dû faire fortune, et c'est un mécène qui, par testament, a créé plusieurs prix, en léguant des sommes importantes à notre communauté, en France, mais aussi à d'autres, en Belgique, en Suisse, et donc qui permettent de distribuer tous les ans un prix, une récompense qui est distribuée par notre association, alternativement à un ingénieur, pas Gazar, qui par son invention aura contribué sensiblement au progrès de l'industrie au niveau mondial, et un ingénieur arts et métiers, l'autre année, qui par son esprit inventif aura contribué au rayonnement de l'École nationale supérieure des arts et métiers. Alors depuis qu'il a été créé en 1962, ce prix a été décerné à une petite cinquantaine de personnalités du monde de la science et de l'industrie. Le premier lauréat, en 1962, a été Robert Oppenheimer, physicien américain régulièrement surnommé le père de la bombe atomique. À noter également qu'en 1977, il était remis à notre camarade Robert Dautrey, Paris 45, régulièrement surnommé le père de la bombage française. Mais il n'a pas été remis qu'à des atomiciens. Il l'a été à beaucoup d'autres innovateurs, inventeurs de génie, comme notre camarade Bernard Bethenaz, en 1995, grand industriel de l'optique et inventeur du verre progressif Varilux, qui contribue au bien-être de milliards de personnes. Ce prix a également été remis en 1971 à Bernard Esquilian, Chalon 19, concepteur et constructeur du CNIT. Et malheureusement, tu n'avais pas encore œuvré, sinon il aurait fait beaucoup plus facilement le CNIT s'il avait eu ton béton. En 2018, Yves, c'est à toi que nous remettons ce prix. Et je vais donc dire 2 mots te concernant. Voilà, tu vas les trouver un peu élogieux, mais ils sont sincères. Ton père et tes ancêtres étaient maçons près de Limoges. De milieu modeste, tu devais faire des études pragmatiques et sans cesse chercher à subvenir à tes besoins. Tu passes des CAP en apprentissage pendant les vacances scolaires et tu es vite remarqué comme étant un très bon en mathématiques et en physique, et c'est comme ça que tu te retrouves en maths sup à Reims. Tu te maries à 19 ans, ce qui n'était pas spécialement bien vu de tes parents, avec une jeune fille de ton âge, qui avait 1 an de moins que toi, et que tu avais connue quand tu avais 12 ans, et à laquelle tu as écrit une lettre tous les jours jusqu'à ton mariage depuis l'âge de 12 ans. C'est quand même pas banal.
au niveau de la fidélité. En maths sup à Reims, autre fait singulier, il te faut travailler pour assurer la subsistance du ménage, de ton jeune ménage, et tu es pion la nuit, donc tu travailles la nuit, et cela ne t'empêche pas d'ailleurs d'être major de ta promotion. Le jour. Il faut dire que la nature t'a doté, comme ton père, d'un atout exceptionnel, celui de n'avoir besoin de dormir que de minuit à 3 heures du matin. Et d'ailleurs, c'est une petite parenthèse, c'est vraiment congénital, parce que ton fils, lui aussi, voulait subvenir à ses besoins, donc il a fait Polytechnique, mais comme ça ne l'intéressait pas, qu'il voulait faire de la recherche, il a aussi demandé à Polytechnique s'il pouvait en même temps faire un doctorat. Et on lui dit non, ça ne se fait pas, parce qu'à Polytechnique, il faut travailler. Il a fait un essai, ça a marché. Il a donc fait un doctorat en même temps, enfin donc le jour ou la nuit, on fait s'arranger avec Polytechnique. Et il a gardé son classement, il est rentré 16e, il est sorti meilleur que cela. Et il a soutenu son doctorat 3 mois après sa sortie de Polytechnique, au lieu de 5 ans après. 2 années d'école de spécialité et 3 années de doctorat. Donc c'est une famille qui, sur ce plan-là, est extraordinaire. Et toi, tu as besoin d'avoir toujours 2 jobs. Un la nuit, sinon tu te sens mal. Un la nuit et un le jour. C'est indispensable à ton équilibre. Et on peut dire que tu as donc, à ce jour, travaillé au sens, plus que ça, même au sens des 35 heures, mais au sens de l'horaire normal, plus d'un siècle. Tu as travaillé plus d'un siècle. Après Reims, tu rentres à l'ENSET de Cachan, dont tu ne suivras que modestement la première partie du cursus du département de mécanique, consacrant une autre partie de ton temps au cours des options construction de l'école centrale et de l'école nationale des ponts et chaussées. Avant que René Basquin, le directeur de l'ENSET de l'époque, n'interrompe à ton entrée en 3e année ta scolarité pour te charger de la création du département de génie de l'école, de génie civil de l'école. Simultanément à cette nomination, ta thèse, commencée à l'université de Paris 6, sous la direction du professeur Henri Poncin, fut, dès ses premiers résultats acquis, bouleversée par l'opportunité offerte par le colonel Bourrière de développer une entreprise, la société Oxybéton, et son laboratoire associé, pour valoriser le procédé de découpage thermique par génération deutétique et thermochimie que tu venais de conceptualiser, donc tu avais à peine 22 ans, dans tes travaux de tout début de thèse en 1968. Et c'est là ta première grande innovation. Tu venais à 22 ans de trouver le moyen de découper n'importe quel matériau, avec un espèce de chalumeau que, grâce à tes CAP, tu fabriquas avec des tubes de chauffage central de récupération, ajustés l'un dans l'autre, avec de l'oxygène au milieu, puis de la poudre de perlimpinpin au bout, qui permet de couper absolument tous les matériaux. Et donc, avec la mise au point de ces chalumeaux, tu feras 2 années de travaux pour la défense nationale, notamment à l'intérieur du PC de la force de frappe française et des abris des sous-marins atomiques. Maintenant, on peut le dire, puisque ce n'est plus secret défense, mais je crois que ça n'a jamais été dit en public, tu m'autorises à le dire, tu as permis la mise en place de la 2e génération des ogives nucléaires de la force de frappe française, parce qu'il fallait découper, pour l'installer, des murs de béton de 3 à 6 mètres d'épaisseur. Et que la force de frappe en question ne supporte aucune vibration. Donc c'est difficile. Et le général de Gaulle avait dit, il est hors de question qu'on arrête la dissuasion de la France pendant les travaux. Et donc avec ton chalumeau, pas de vibration, ça peut se faire. Voilà, donc cette entreprise d'Oxybéton et le laboratoire ont travaillé sur beaucoup d'autres grands projets, offshore, nucléaire, ponts, bâtiments, industriels, travaux souterrains, sous-marins. Et tu dirigeas notamment les premières démolitions réalisées dans le monde de grandes structures précontraintes, mono- et tridimensionnelles, notamment à Paris en 1972, avant d'avoir 2 formes de reconnaissance mondiale de valeur bien illégale. La première, ton entreprise fut classée première mondiale de sa spécialité par l'Academy Concrete Institute en 1977. C'était très très glorieux. Et la seconde, d'avoir permis la réalisation du casse du siècle à Nice par Spadjari, qui avait réussi à dérober
sur un chantier militaire pourtant bien gardé, l'un de tes... Excusez-moi. Alors là... qui a réussi à dérober sur un chantier militaire pourtant bien gardé un de tes chalumeaux, auquel aucun matériau ne résiste, et notamment le béton des tunnels et les coffres des banques. Voilà. Pendant toute cette période où cette grande innovation constituait ton premier job, tu as eu un deuxième job, bien sûr, comme toujours, celui de continuer de diriger le département de génie civil de l'ENSET, proposant et obtenant notamment la création de l'agrégation de génie civil en 1973, qui fut la première agrégation de disciplines technologiques créée en France, et d'ailleurs vite suivie par des agrégations de génie mécanique, génie électrique. Bien sûr, tu as poursuivi et terminé à 31 ans la préparation de ta thèse de doctorat et sciences physiques soutenue à Paris 6 en 1977. Afin d'être plus disponible pour ta famille, tu arrêtas tes activités d'entrepreneur et tes fonctions de chef de département à Cachan en 1977 et saisis une opportunité ouverte à New York par la Banque mondiale, c'est de lancer durant 4 années un projet de développement d'écoles normales supérieures technologiques dans une quinzaine de pays en Afrique, alors Algérie, Maroc, Tunisie, Sénégal, Côte d'Ivoire, Gabon, Cameroun, Zaïre, Tanzanie, en Amérique latine, au Venezuela, au Moyen-Orient, au Liban, en Syrie, en Jordanie, en Asie du Sud-Est, Vietnam, Cambodge, Indonésie. Et parallèlement, tu créas et dirigeas, durant cette période, le département de relations internationales de l'ANSET de Cachan et la cellule formation des professeurs de la délégation des relations universitaires internationales du ministère des Universités. Dans le même temps, des travaux scientifiques, toujours aux confins de la physique et de la chimie, te conduire à développer dès 1981 de nouvelles perspectives relatives aux propriétés du béton. Et là, nous abordons une deuxième très grande innovation d'Yves Mallier qui allait bouleverser le monde de la construction, du bâtiment, des travaux publics, avec la mise au point du béton à haute performance, le fameux BHP. En utilisant les travaux de l'École française de physique, qui permettrait de penser dans la théorie de l'empilement des grains, que la compacité du béton ne pouvait être obtenue avec seulement les 3 éléments actuels de dimensions différentes. Le granulat, c'est le centimètre, le sable, c'est le millimètre, et le ciment, c'est 50 microns. Il apparaissait qu'avec une 4e dimension de l'ordre de 0,1 micron, on pouvait améliorer de 3 à 10 fois, voire plus, la résistance à la compression du béton. Tu as mis au point, avec tes équipes de chercheurs et d'ingénieurs, cette innovation en ajoutant comme 4e élément de la poussière. Parce que 0,1 micron, c'est de la poussière. Cette innovation allait permettre une révolution dans la construction des grands ouvrages sur la planète entière. Je me souviens, lors de la construction de l'Arche de la Défense, les lauriers dressés à Bouygues pour cette performance extraordinaire de cette plateforme énorme dans le vide, au-dessus du vide, et de la gloire qu'en a tiré Bouygues, mais je ne me souviens pas avoir entendu à l'époque ton nom cité, ce qui est quand même bien regrettable. Mais il faut dire que c'est là une autre singularité chez toi, c'est que tu considères, et c'est tout à ton honneur, que la connaissance et la science, et donc les innovations qui en découlent, doivent éclairer l'ensemble des populations pour le progrès et l'intérêt général, plutôt que d'éclairer l'inventeur. Aussi, avec cette prodigieuse innovation, tu ne pris aucun brevet, alors qu'il s'agissait du plus grand progrès du béton depuis les Romains, depuis 2000 ans. Car aujourd'hui, les 100 plus grands ouvrages d'art du monde sont faits avec ce béton haute performance. Il n'y a pas une tour de plus de 200 mètres de haut qui ne soit pas faite avec ce matériau. Quand je te demande si tu le regrettes, tu me dis non, je ne le regrette pas, car aujourd'hui, ce total désintéressement, il a suffi à ton bonheur de penser que le béton BHP a été diffusé sur toute la planète et que les jeunes chercheurs ont tous réussi de grandes carrières industrielles. En 1987, alors que tu préparais ton départ vers le groupe responsable en charge des travaux du tunnel sous la Manche, Paul Germain, secrétaire général de l'Académie des sciences, et Jean-Jacques Payan, directeur de la recherche de Renault, t'incitèrent à être candidat aux directions de l'École normale supérieure du Centre national d'enseignement technique de Cachan. Durant tes mandats à Cachan, de 88 à 95, tu as obtenu la création de 11 laboratoires de recherche, dont 8 labellisés CNRS. Tu as multiplié par 6 le flux
des normaliens de Cachan en formation doctorale, tu as créé l'antenne de Rennes, permis l'ouverture massive du statut de normalien aux élèves diplômés d'un titre d'ingénieur. Et dans le même temps, titulaire de la chaire de béton armé et béton précontraint à l'École nationale des ponts et chaussées, de 85 à 99, co-responsable d'un DEA international regroupant en plus de Cachan et des ponts le PFL de Lausanne, les universités de Liège, de Sherbrooke, de Laval, au Québec. Tu as continué d'enseigner, de diriger un programme de recherche sur les bétons à haute performance. Malheureusement, de graves problèmes de santé t'ont, depuis 1995, conduit à prendre un certain recul et une certaine sagesse, bien secondée par ton épouse, grand médecin. Tu as été condamné par les médecins, mais tu n'acceptas pas cette sentence. Et grâce à ton extraordinaire motivation pour la recherche et l'innovation, tu repris progressivement contact avec des thésards que le PFL te demandait d'aider. Et c'est ce qui t'a donné un progrès dans ton état de santé et un retour à la vie normale. On voit là la victoire des forces de l'esprit sur les faiblesses de la mécanique humaine. Tu repris même en 1998 le pilotage d'un programme de recherche sur le béton avec de multiples laboratoires, beaucoup d'industriels, notamment les leaders français, mais aussi européens, mondiaux, du BTP et de l'industrie cimentière. Tous ces bétons, par leur rhéologie, c'est-à-dire la viscosité et l'écoulement, et leur thixotropie, viscosité, liquidité, viscosité, vont bouleverser l'avenir de la construction, notamment en rendant les chantiers très silencieux et moins polluants, en réduisant considérablement pour les ouvriers la pénibilité, puisque tu rends le ciment liquide, il circule liquide, et puis à la sortie, tu arrives à le rendre de nouveau visqueux. Donc, envoyer dans les tuyaux, conditions de travail améliorées, et également aspect des surfaces amélioré pour les ouvrages. Voilà donc ce qu'on peut dire rapidement sur ta deuxième très grande innovation dans le béton, très importante pour toute la planète, parce que je vous le signale, le béton c'est très important, c'est 8 milliards de mètres cubes par an, 1 mètre cube par habitant. Il serait trop long d'énumérer toutes les fonctions que tu as exercées au ministère chargé de l'équipement, au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche, et également à l'international, ainsi que les très nombreux établissements universitaires, de même qu'il serait trop long d'indiquer toutes les distinctions honorifiques que tu as reçues. Je signalerai simplement ton élection à l'Académie des technologies en 2002. Tu as été notamment le président de la commission formation, membre du conseil académique, de la commission du recrutement et de la commission des travaux. Je signalerai également que tu as écrit de nombreux articles et de nombreux ouvrages sur la formation professionnelle, on l'a évoqué tout à l'heure, et notamment ton dernier livre, « Reconnecter la formation et l'emploi, le chômage des jeunes n'est pas une fatalité ». Ces articles, souvent polémiques, t'ont valu d'être reçus par les présidents de la République, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, et aussi par le jeune ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Et ton dernier ouvrage, d'ailleurs, en 2017, celui que je viens d'évoquer, a retenu toute l'attention de ce dernier, devenu président de la République, qui t'a envoyé une lettre de 2 pages sur ce livre, en te demandant, en t'incitant à l'action auprès des plus hautes instances de la République. Enfin, je dois dire que c'est à l'Académie des technologies, dont beaucoup de membres sont venus aujourd'hui assister à cette remise de prix, que j'ai eu le plaisir et l'honneur de te rencontrer et qui me permet aujourd'hui de te remettre ce prix Nessim Mabif que tu as bien mérité. Félicitations. Voilà, à ton nom.